Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Osez venir me dire qu'Hakimi ça n'a pas été le meilleur joueur sur le terrain contre Marseille. Parce que j'ai bien vu, après le match contre Dortmund, quand j'ai dit que Hakimi était homme du match, on m'a dit non, mais t'es pas objectif, ouais mais tu dis ça parce que t'es marocain et tout ça, et là maintenant, qu'est-ce que vous allez trouver à dire? Qu'est-ce que vous allez trouver à dire? Il a été monstrueux. Ça a été clairement le meilleur joueur sur le terrain. Il y en a aujourd'hui qui seraient capables de dire non, l'homme du match était Kolo Muani. Mais au bout d'un moment, est-ce que vous avez vu le match qu'Hakimi l'a proposé? Est-ce que vous avez vu la dimension dans laquelle il est en train d'entrer? Là vraiment, on est plus sur le débat de meilleur latéral ou pas meilleur latéral du monde. Là actuellement, on va même au-delà de ça. Quand on voit ce que propose Hakimi aujourd'hui, on est plus sur un simple latéral. Le mec il faisait le rôle de latéral. Il faisait le rôle de milieu de terrain. Il faisait le rôle d'ailier. Il faisait le rôle de finisseur, de buteur. Il faisait le rôle de tireur de coup franc. Il faisait absolument tout sur le terrain. Le jeu du PSG dans ce match contre Marseille, surtout en première mi-temps, il était basé que sur Hakimi. Et on voit juste par rapport aux stats, que ce soit contre Dortmund ou contre Marseille aujourd'hui, à chaque fois c'est le joueur qui touche le plus de ballons dans la moitié de terrain adverse. Alors que le mec c'est un latéral quand même. Et au-delà de toute façon de sa participation au jeu, il faut juste voir à quel point, même dans les derniers mètres, il est très décisif. Même dans la surface adverse, et même en dehors de la surface adverse, il a une importance énorme. De toute façon c'est simple, sur les 4 buts qu'ont mis le PSG aujourd'hui, il y en a 3 où Hakimi participe à l'action. Pareil, sur les 6 derniers buts que le PSG met sur les 2 derniers matchs, il y en a 5 où Hakimi participe encore à l'action. Parce que même pour ce qui est du penalty d'Mbappé contre Dortmund, l'action qui provoque le penalty pour le coup, Hakimi participe à cette action là aussi. Et même de manière générale, au niveau comptable, quand on voit à quel point ce mec a une qualité de finition énorme et il a un réalisme énorme depuis le début de la saison, c'est tout simplement le meilleur buteur actuel du PSG derrière Mbappé depuis le début de cette saison-là. Pour l'instant, il en a 3 buts avec le Paris Saint-Germain cette saison, toutes compétitions confondues. Dites-vous qu'il n'y a que Mbappé qui fait ça. Il n'y a aucun joueur qui fait mieux que Mbappé et Hakimi en termes de buts. Et pourtant, pour ce qui est d'Hakimi, on parle d'un latéral. Je sais pas si vous en rendez compte ou pas. De toute façon, pour ce qui est d'Hakimi, on l'a bien vu sur son match contre Marseille. Au bout d'un moment, son premier but est sur un banger incroyable. Sur son coup franc, on va même pas en parler. À part pour le fait que, justement, quand on disait que depuis 2 ans, il fallait absolument laisser tirer Hakimi plus de coups francs, il fallait lui donner plus de confiance à ce niveau-là, qu'il avait énormément de qualité, qu'il l'a déjà montré à la CAN. On nous disait, ouais, mais à la CAN, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de mettre un coup franc contre le Malawi et un coup franc contre l'OM, par exemple, comme contre Lorient ou contre Toulouse. On va pas se mentir, en termes de coup franc, c'est pas comme si l'adversaire, ou la qualité de l'adversaire, ça avait un impact énorme sur la capacité à mettre des coups francs ou pas. Bien sûr, ça peut jouer un petit peu, surtout si le gardien adverse est bon ou pas. Mais j'ai envie de vous dire, un bon tireur de coup franc, ça sera un bon tireur de coup franc. Ça peut être le Malawi en face, ou ça peut être le Liechtenstein en face, ça sera la même chose. Et là, de toute façon, au final, Hakimi l'a juste prouvé dans ce match-là. C'est tout ce qu'on retient. Parce que le coup franc qu'il te met quand même, en plus de ça, qui est pas forcément placé de manière idéale pour un droitier comme lui, il a su te le mettre de manière magistrale. Et ce qui est dingue en plus avec ce match-là, c'est que c'est pas la seule situation où Hakimi il t'a impressionné avec une très belle frappe. Parce que sur le deuxième but, comme vous avez pu voir, là aussi, il te met une frappe exceptionnelle qui va sur le poteau, qui rebondit sur Paul Lopez et qui revient dans les pieds de Kolo Muani qui a plus qu'à finir. Et d'ailleurs sur le troisième but, là aussi, il a une petite participation, même si il n'est pas directement impliqué, même si il est moins présent, on va dire, mais là aussi il participe avec la combinaison qu'il fait avec Dembélé qui va réussir à trouver Gonzalo Ramos juste derrière pour finir cette action. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, cette action-là, on la retrouve contre Dortmund, avec la combinaison qu'il fait encore une fois avec Dembélé, qui donne juste après le centre pour Mbappé qui provoque le penalty. Et c'est là où c'est intéressant justement de voir les automatismes qu'il peut y avoir entre Dembélé et Hakimi pour le coup, qui sont vraiment intéressants à voir. Je trouve que c'est des joueurs qui se complètent très bien. Quand Hakimi rentre à l'intérieur, Dembélé il colle un peu plus la ligne. On sait que justement Dembélé, contrairement à un joueur comme Messi par exemple, c'est le genre d'ailier qui aime bien être très excentré, se trouver vraiment à la limite de la ligne de touche. Et ça permet complètement à Hakimi de s'exprimer et se trouver beaucoup plus dans le cœur du jeu, beaucoup plus dans le demi-espace. Et ça, non seulement ça permet à Hakimi d'avoir plus de mobilité dans son animation, mais surtout ça permet, comme je vous dis, de voir de très belles combinaisons entre ces deux joueurs-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pourra vraiment être une des grosses forces du Paris Saint-Germain sur cette saison-là, que ce soit en championnat ou même en Ligue des Champions. Parce que autant c'est vrai qu'on peut reprocher à Dembélé de ne pas non plus être vraiment à la hauteur, on peut attendre beaucoup plus de sa part, d'ailleurs il a toujours pas marqué cette saison, mais d'un autre côté à sa décharge, il a vraiment cette capacité à vraiment mettre en valeur un joueur comme Hakimi. Et ça, on l'a bien vu sur ces 2 derniers matchs, justement. Après, s'il y a un autre joueur qui a, bien sûr, répondu présent dans ce match, c'est un joueur dont j'ai jamais été forcément fan, mais c'est clairement Kolo Muani. Alors, autant, bien sûr, qu'il fait le travail, il fait le taf dans ce match, mais est-ce qu'il a fait vraiment quelque chose d'impressionnant? Est-ce qu'il a vraiment été incroyable? J'irai pas jusque là non plus, parce que sur le but qu'il met, comme je l'ai dit, voilà, il suit l'action au bon moment, il est présent au bon moment, et c'est une très bonne chose. Et sur la passe décisive qu'il met, personnellement je trouve qu'il a fait une super accélération ou ce qu'il a pris vers toute vitesse. Moi je trouve que c'est vraiment justement les défenseurs de l'OM qui ont très mal défendu sur lui, qui ont vraiment manqué de rigueur défensive sur ce duel là en fait.
Même si ça enlève en rien, justement, la qualité de sa passe décisive, qui reste quand même très bonne. Et justement, ça fait une petite transition pour parler justement de l'Olympique de Marseille sur ce match. Je vous dis la vérité, vraiment, j'ai trouvé que c'était une déception totale de voir l'OM proposer un jeu totalement différent de ce qu'on a pu voir contre l'Ajax. De proposer une équipe différente, de proposer une animation différente et surtout de proposer un système différent par rapport au dernier match. Tu fais un très très bon match sur la dernière rencontre contre l'Ajax. T'as été très bon, t'as surpris tout le monde. Personne attendait cette équipe de Marseille à ce niveau-là. Donc on s'est dit qu'on allait voir le même trio d'attaque qu'on a pu voir sur le dernier match, avec Harit, Aubameyang et Ndiaye. Mais non, il a remis justement la double pointe avec Vitinha et Aubameyang. Il est revenu en 3-5-2 alors que le 4-3-3 qui était proposé contre l'Ajax, il était vraiment très très bon. Et c'est ça que je trouve dommage. Quand on voit par exemple un joueur comme Harit, qui était l'un des meilleurs joueurs sur le dernier match, pour pas dire le meilleur d'ailleurs, il te sort quand même 2 passes décisives. Ben tu le vois, aujourd'hui il est pas titulaire. Va comprendre comment c'est possible. Avec le match que propose Harit sur la rencontre contre l'Ajax, tu t'en prives contre le PSG pour mettre Vitinha à sa place numériquement. À quoi ça sert? Honnêtement, à quoi ça sert? Surtout si tu me dis à la limite, bon, tu vas mettre 2 points devant pour essayer d'aller embêter la défense parisienne, parce que si tu mets un attaquant en plus, ben c'est sûr que dans le pressing tu peux être plus efficace. Mais même là, le bloc marseillais était très bas sur quasiment tout le match. Il n'y avait aucun pressing. Les défenseurs du PSG justement, ils avaient la possibilité de pouvoir relancer tranquillement. Ils avaient sur quasiment l'ensemble du match un 80% de possession de balle. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Alors ok, t'essayes de mettre en place un dispositif pour pouvoir t'adapter à l'adversaire qui est un adversaire de qualité, on va pas se mentir. Mais à quoi ça sert de vouloir t'adapter, de jouer sans tes fondements, sans tes vraies forces, pour au final te faire taper 4-0, on va dire la vérité. Quitte à perdre 4-0, autant perdre en perdant avec tes armes. En perdant, en ayant tout donné, en perdant, en jouant tout simplement ton jeu. Mais là non, justement, t'as voulu essayer de contrer le jeu du PSG, t'as voulu mettre un système un petit peu inédit avec un 3-5-2, vraiment très, très compact. Et au final, regarde comment ça s'est fini. Non seulement t'as été ridicule dans le jeu, mais en plus de ça, t'as été ridicule dans le résultat. Donc, quitte à être ridicule, autant être ridicule juste dans le résultat. Essayez de faire tourner le ballon, essayez de mettre justement tes artistes sur le terrain, que ce soit Ndiaye, Harit par exemple. C'est ça que je comprends pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on aurait pu se dire, bon, c'est vrai que physiquement, l'OM n'était pas capable de faire tous les efforts que font les joueurs parisiens, par exemple. On pourrait se dire, c'est vrai que Marseille a joué jeudi alors que Paris a joué mardi. Mais malgré ça, les gars, au bout d'un moment, il faut savoir que justement, avec ce jeu défensif de l'Olympique de Marseille, l'équipe qui a le plus couru sur le terrain, c'est justement les Marseillais. Ils ont le plus couru sur le terrain parce que justement, ils avaient quasiment pas le ballon. Ils devaient courir après le ballon sur quasiment tout le match. Alors, ok, bien sûr que même en jouant leur jeu, ils auraient sûrement pas gagné. Ils auraient sûrement pas eu la possession. Mais au moins, encore une fois, déjà, c'est sûr et certain qu'ils auraient moins couru. Et en plus de ça, sur un malentendu, t'aurais pu surprendre cette équipe du PSG. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même se rappeler que Mbappé se blesse après même pas 15-20 minutes de jeu. T'as Mbappé, t'as le meilleur joueur du PSG, mais qui est privé de ce match-là. Donc imaginez-vous, si on avait eu une équipe de Marseille conquérante, qui aurait voulu jouer un jeu plus offensif, qui aurait voulu justement aller chercher cette équipe du PSG, comme je vous dis, plus haut, avec un pressing plus intense, la situation aurait peut-être été différente en fait, tout simplement. Après, au bout d'un moment, il faut dire aussi que autant collectivement, le jeu de Marseille n'était pas non plus exceptionnel, mais en plus de ça, surtout, il y a eu quelques erreurs individuelles qui ont tué ce match. Ou en tout cas qui ont encore plus accentué cette lourde défaite. Quand on voit par exemple Mbemba sur le duel contre Gonzalo Ramos, au bout d'un moment, Mbemba, on ne demande pas de faire des courses de 40 mètres. On ne demande pas de réussir des dribbles. On ne demande pas même d'avoir une relance qui est irréprochable. Mais quand tu es en duel face à Gonzalo Ramos, quand tu es dans ton registre de prédilection, quand tu as la capacité justement de broyer Gonzalo Ramos sur ce duel-là, mais t'as pas le droit de perdre ce duel, tout simplement. Pareil pour Verretou. Quand on voit à quel point il se fait prendre de vitesse par Colomani. Alors ok, Colomani c'est pas le joueur le plus lent, ça c'est sûr et certain. Mais de là à se faire à ce point-là prendre de vitesse, t'avais l'impression d'avoir 2 joueurs qui faisaient un sport totalement différent, qui jouaient dans 2 divisions totalement différentes. C'est ce genre de match au final qui montre que Verretou, des fois tu te poses vraiment des réelles questions sur son niveau et sur sa capacité à être un titulaire indiscutable aujourd'hui à Marseille. Parce que c'est pas la première fois qu'il te coûte un but. Et on l'a bien vu cette saison par exemple contre Metz où il est clairement responsable sur 2 buts, ou en tout cas en partie responsable. Donc là aussi honnêtement je pense que dans le 11 de l'Olympique de Marseille, il doit y avoir certains changements qui doivent être faits, c'est sûr et certain. En tout cas malgré tout, ça reste un match qui a été intéressant à voir. Même si comme je vous dis, ça a manqué un petit peu d'adversité. Mais dans tous les cas, on va suivre la saison des 2 clubs, soit en championnat
ou même en Ligue des Champions, ou en Europa League pour Marseille. Donc on se dit à très vite pour reparler de ces deux équipes-là. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.